Bonjour, mon nom est Frédéric Pouliot, je suis urologue-oncologue au CHU de Québec et chercheur clinicien et je suis fier de faire partie du groupe de 20 urologues ici dans la région qui s'occupent de traiter les patients atteints de pathologies urologiques. Les cancers urologiques sont très prévalents dans la population, aussi bien chez l'homme que chez la femme, mais étant donné le cancer de la prostate, c'est certain qu'on va avoir plus une clientèle masculine de ce côté-là. En fait, les cancers urologiques représentent plus de 35% de tous les cancers chez l'homme. Donc, un patient sur 3 atteint de cancer chez l'homme en Amérique du Nord va être traité par un urologue. Cette prévalence-là, très importante des cancers urologiques chez l'homme, mais aussi chez la femme, fait qu'on fait plus de 5500 chirurgies urologiques dans le CHU de Québec chaque année. Une fois qu'on a un diagnostic de cancer de la prostate, ensuite, le parcours du patient atteint un point très important. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait entre observer ce cancer-là, parce qu'il y a des cancers de la prostate qui sont dits indolents, donc qui ne causeront pas le décès au patient. Il faut juste s'assurer qu'ils ne se transforment pas en cancer plus avancé. Les cancers qui sont non indolents, donc ceux qu'il faut traiter, il faut faire le choix entre une thérapie dite par radiothérapie, avec ou sans hormonothérapie, ou la chirurgie qu'on appelle la prostatectomie radicale. Et il y a des avantages et des inconvénients à chacune des approches, et là, c'est au patient et au docteur d'avoir la discussion pour décider lequel des traitements le patient désire avoir. En général, les plus jeunes patients vont recommander la chirurgie, les patients plus âgés vont recommander la radiothérapie. Il y a aussi des facteurs qui sont dits oncologiques, reliés au cancer lui-même, où on va penser que c'est peut-être mieux d'avoir une radiothérapie ou une chirurgie selon les types de cancer de la prostate que le patient va avoir, parce que c'est très important de comprendre que ce n'est pas un cancer de la prostate. C'est vraiment une multitude de cancers de la prostate qu'il y a dans la population générale. Chaque patient a son cancer de la prostate différent. Donc, avec les outils qu'on a diagnostiques, on peut mieux caractériser les patients et peut-être leur offrir des traitements plus personnalisés, pousser des fois plus vers la radiothérapie pour certains patients ou plus vers la chirurgie pour d'autres. Bonsoir à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour justement démystifier un peu le parcours d'un patient diagnostiqué et traité pour un cancer de la prostate. Mais aussi montrer comment vous, grâce à vos efforts, grâce aux dons des donateurs, on améliore ce parcours-là et aussi le traitement de nos patients atteints de ce cancer qui est la 3e cause de mortalité chez l'homme en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on va suivre un patient fictif, un patient qui a eu un dépistage du cancer de la prostate. Le dépistage implique principalement 2 composantes. La première est un toucher rectal où à travers le rectum, on va aller palper la prostate à la recherche d'un nodule. S'il y a un nodule, on va ensuite commander des biopsies transrectales de la prostate. L'autre composante, c'est la prise de sang qu'on appelle la PSA pour Prostate Specific Antigen ou en français, antigène prostatique spécifique. Si les niveaux de cette protéine-là qui circule dans le sang sont élevés, cela indique aussi de faire des biopsies de la prostate. Donc aujourd'hui, on va prendre comme patient fictif un patient qui a une valeur de PSA dans son sang élevée et on va suivre son parcours à travers la trajectoire jusqu'au traitement. Donc, vous avez ici une machine d'échographie standard qu'on utilise toutes les semaines pour faire des centaines et des centaines de biopsies à chaque année. On a évidemment une pièce d'équipement essentielle qui est la sonde endorectale. C'est ce qu'on insère au niveau du rectum pour nous permettre de bien visualiser la prostate et ensuite nous permettre d'aller échantillonner 12 zones de la prostate au hasard. Donc sur ces images-là, habituellement, on ne voit pas le cancer. Ça nous sert uniquement comme outil pour aller faire un échantillonnage adéquat de 12 régions différentes de la prostate. Donc maintenant, pour bien vous expliquer la procédure de biopsie prostatique guidée par l'échographie, je vous montre une petite planche anatomique où on voit en fait sur cette planche-là la prostate, la vessie qui est juste en haut et l'anus et le rectum derrière. Donc lorsqu'on fait les biopsies, évidemment, on commence par notre examen rectal. On se rend bien compte qu'avec le doigt, si on appuie, on arrive à rejoindre la prostate. Puis, avec la sonde échographique, on va être en mesure de bien voir la prostate et de venir cibler une aiguille qui va pénétrer dans la zone postérieure de la prostate
à plusieurs endroits différents. On voit 12 zones distinctes pour bien échantillonner la périphérie de la prostate pour essayer d'y trouver un cancer. Donc, on se souvient que notre patient a eu un PSA, donc une prise de sang, qui nous disait qu'il était à risque d'avoir un cancer de la prostate. On lui a fait des biopsies standards, non guidées dans la prostate, au hasard, qui se sont avérées négatives. Maintenant, son PSA a continué d'augmenter, ce qui nous laisse suspecter qu'on aurait peut-être manqué quelque chose dans cette prostate-là. Mais je suis présentement avec le docteur Étienne Ouellette, qui est radiologiste ici dans le CHU de Québec, et qui est spécialisé justement en imagerie par résonance magnétique de la prostate. Une imagerie qui peut nous aider à trouver des foyers de cancer et à guider nos biopsies pour mieux les diagnostiquer. Donc la résonance magnétique, que ce soit de la prostate ou un autre examen, c'est un examen qui est fait là, ici à l'Hôtel Dieu, qui dure environ 45 minutes, qui nécessite du contraste là, intraveineux. Donc les patients arrivent un petit peu à l'avance, ils font installer un petit cathéter intraveineux. Par la suite, la technologue amène le patient en salle de résonance magnétique. Pour les gens qui en ont déjà subi, c'est un appareil qui fait beaucoup de bruit quand même. Puis par la suite, le patient est coupé là, principalement en tranches axiales, comme ici dans le fond on descend puis on couvre la prostate. Puis par la suite, nous, avec l'appareil, on peut reconstruire dans le fond dans d'autres plans. On dit que l'examen est multiparamétrique, c'est qu'on fait de l'acquisition dans le fond de différentes séquences. Il y a notamment le T2 puis la diffusion et le post-contraste, qui sont surtout les 3 séquences qu'on va analyser afin de cibler les lésions là, à biopsie. OK, donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé justement chez notre patient là, qui avait eu des biopsies standards sans IRM négatives? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est où les biopsies ont été faites. Donc, dans la portion plus périphérique de la prostate, on ne voit pas de cancer, ce qui va avec les biopsies, sauf qu'on trouve, une lésion là, qui a été dessinée ici, qui est assez noire, qui est dans la portion là, très antérieure de la prostate, puis centrée à gauche, ce qui nous montre que normalement n'est pas ciblée par les biopsies conventionnelles. Fait qu'on voit vraiment qu'ici que la lésion est plus noire que le reste de la prostate, qui est plus gris ici, puis qui est très blanc ici. OK, donc si on avait à refaire des biopsies, chez lui, ce qu'on va faire avec notre échographie qui va fusionner ces images-là, ce serait dans cette zone-là qu'il faudrait aller. Oui, les chances sont que le cancer, là, avec le monsieur qui a un PSA augmenté, ça va être effectivement à cet endroit. Bon, ben merci, on va aller de l'avant et procéder aux biopsies. Donc notre rôle ici avec l'appareil Échofusion, qu'on a acheté grâce au Fonds du Pro-Hockey et la Fondation du CHU de Québec, c'est vraiment de nous indiquer sur l'échographie où se trouve la lésion retrouvée à la résonance magnétique qu'on a vu tout à l'heure avec Dr. Ouellette. Donc vous voyez ici, en jaune, c'est la zone qui a été identifiée à la résonance magnétique. Et en vert, la ligne qui délimite le vert, c'est la prostate. Donc on est capable maintenant, en temps réel, avec un appareil d'échographie, de savoir où aller prendre notre biopsie. Et vous voyez que c'est très très loin de la zone périphérique, là où on fait normalement nos biopsies, qu'on retrouve le cancer. Donc, on a procédé ici à une biopsie ciblée par la lésion à l'IRM et on va pouvoir être plus certain de notre valeur de notre biopsie par la suite. Et on verra si le patient aura un cancer ou pas. On sait que notre patient a eu un diagnostic de cancer de la prostate. Un cancer de la prostate quand même à risque d'avoir des métastases ganglionnaires. Et le Dr Beauregard et son équipe ont mis au point des techniques pour mieux diagnostiquer si le cancer sortait de la prostate, ce qui contre-indiquerait la chirurgie pour ce patient-là. La technique en question, c'est une tomographie par émission de positrons, ou appelée communément TEP. Et dans ce cas-ci, on utilise un traceur radioactif, mais en très petite quantité, donc aucun danger point de vue des radiations, qu'on injecte dans le corps du patient et qui va se localiser très fortement sur les cellules de cancer de la prostate et nous permettre de visualiser la tumeur. Donc ici, on a le scan conventionnel qu'on a effectué dans le cadre de notre examen qui montre la prostate au centre. Par contre, avec cette image-là, il n'y a pas moyen de visualiser ou de confirmer qu'il y a un cancer dans la prostate. Et c'est là qu'entrent en jeu nos images moléculaires où on voit le traceur qui s'est accumulé très fortement dans une partie de la prostate et qui indique la présence de la tumeur ici en rouge. De plus, pour ce patient, la principale question était de savoir si le cancer s'était répandu ailleurs dans son corps et l'image du corps entier qu'on peut effectuer nous montre qu'il n'y a aucune zone d'accumulation qui est anormale. Tout ce qu'on voit ici, à part le cancer dans la prostate, c'est des zones d'accumulation normales dans les organes du patient. Donc ce patient-là peut être opéré
Il y avait un autre patient aussi, Dr Beauregard, que je vous avais demandé d'imager par imagerie moléculaire. C'était un patient, lui, qui malheureusement était en récidive après des traitements. Et on voulait savoir quel traitement on devait faire. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce deuxième patient-là que vous avez imagé aussi par cette technique d'imagerie moléculaire? Certainement. Alors, c'est le patient ici où on voit certaines anomalies sur son scan conventionnel dans les os. Ici, c'est le bassin. On se doute que c'est le cancer de la prostate, mais on ne peut pas en être certain. Alors, quand on ajoute l'imagerie moléculaire, on voit bien la même accumulation en rouge au niveau des anomalies dans son squelette, ce qui nous confirme que c'est bel et bien des métastases osseuses. De plus, encore une fois, puisqu'on image le corps en entier, on peut voir partout dans le corps où ces métastases sont localisées. Donc, les nombreux petits foyers gris ou noirs qui indiquent des métastases. Donc maintenant, on sait que notre patient a eu un diagnostic de cancer de la prostate et qu'il n'est pas métastatique. Et notre patient est donc candidat à une thérapie loco-régionale qui pourrait être soit de la radiothérapie ou la chirurgie qu'on appelle la prostatectomie radicale. On est rendu en salle d'opération. Le patient a choisi d'avoir la prostatectomie radicale comme traitement qui consiste en l'ablation de la prostate. Le patient a choisi de l'avoir par chirurgie robotique laparoscopique. Donc, c'est une technologie qui a été obtenue grâce à la Fondation du CHU de Québec. Donc, c'est pas disponible partout et c'est pas un standard. Donc, ça remplit les hauts standards qu'on peut retrouver partout dans le monde. Donc, on est rendu maintenant au cœur de la chirurgie. Le robot a été arrimé sur le patient, les caméras ont été mises dans le ventre du patient. Et là, les instruments, il faut comprendre qu'ils sont dans le patient et le Dr Torren, qui est ici, pratique la chirurgie à partir de la console chirurgicale, qui a plusieurs instruments qui permettent de manipuler le robot chirurgical. Donc, le robot n'opère pas tout seul. C'est Dr Torren qui donne les ordres au robot et les mouvements à faire. Donc, principalement, il utilise les instruments avec ses bras. Vous pouvez voir ici, il est capable de pincer, de déplacer les différents instruments, de déplacer la caméra. Et vous pouvez voir aussi que ses pieds aussi travaillent. Donc, c'est un peu comme n'importe quelle machinerie mécanique. On a une cloche pour changer les positions, changer le bras. Donc, on se sert de nos 4 membres pour procéder à la chirurgie. Et de l'autre côté, on a Dr McMartin, qui est une résidente en urologie, qui, elle, assiste le Dr Torren pour appliquer les clips chirurgicaux, faire la succion, et évidemment avec aussi tout le personnel infirmier là, qui participe activement à la chirurgie. Au-delà de la recherche clinique, il faut comprendre aussi qu'on a su développer de la recherche plus fondamentale à Québec. C'est les docteurs Louis Lacombe et Yves Fradet qui ont été les pionniers de ce côté-là et les plus jeunes chercheurs on a pu utiliser les ressources et la structure de laboratoire qui était en place. Et l'avantage de faire de la recherche fondamentale, c'est que ça nous permet justement d'étudier les tissus des patients atteints de cancer de la prostate qui sont extraits soit par biopsie ou par prostatectomie radicale. Donc, prendre leurs tissus, les analyser par des techniques de biologie moléculaire ou d'analyse de protéines. Et ensuite de ça, on essaie de trouver des nouvelles pistes thérapeutiques au diagnostic pour améliorer ensuite de ça le traitement des patients au diagnostic dans des études cliniques qu'on peut nous-mêmes faire le devis par la suite. Donc, il y a vraiment une espèce de rétroaction, ce qu'on peut appeler en anglais un feedback entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, où la clinique nourrit la recherche fondamentale qui ensuite amène de nouvelles hypothèses, de nouvelles cibles pour les traitements et les diagnostics.
Pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche clinique? C'est parce qu'on sait très bien que malgré tous les outils qu'on a et tout l'arsenal thérapeutique reconnu, disponible, payé par nos gouvernements, on a beaucoup d'échecs au traitement du cancer. Et il faut répondre à des questions encore aujourd'hui par rapport à comment est-ce qu'on pourrait améliorer le soin des patients qui sont atteints de cancer. Soit augmenter l'intensité des traitements, mais dans certains cas, la diminuer aussi, puis s'apercevoir qu'un cancer n'a pas besoin d'être traité, par exemple. Et quand on parle de cancers très agressifs, des cancers qui sont dits souvent métastatiques ou qui risquent de causer le décès aux patients, il faut comprendre que les nouvelles avenues thérapeutiques, ils vont passer juste une fois dans la vie de ce patient-là. Donc, s'il y a une intervention qu'on peut faire qui est en recherche, qui pourrait, dans 5 ans, devenir le standard, le patient, lui, si on ne lui offre pas la recherche clinique, il n'aura pas sa chance d'avoir ce traitement-là ou d'avoir cette intervention-là. Donc, c'est clé que ça fasse partie du continuum de possibilités offertes à nos patients d'avoir les nouvelles avenues thérapeutiques pour, justement, que tout le monde ait sa chance d'avoir des traitements de demain. On a plus de 30 projets de recherche qui impliquent des patients à différents niveaux qui sont ouverts constamment. Il y en a que ça peut être pour des traitements de nouvelles molécules chez les patients qui sont plus avancés, dits métastatiques. Il y en a que ça va être pour tester des nouvelles techniques diagnostiques comme l'échographie fusion, par exemple. D'autres vont être pour mieux stadifier le cancer de la prostate à l'aide de nouveaux traceurs pour voir si le cancer est métastatique avant de les opérer et peut-être changer notre traitement. Donc, on voit ici que d'évoluer dans un environnement de recherche, ça donne plusieurs options aux patients et ultimement, on pense que cet amalgame-là de possibilités optimise les traitements aussi.